Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page est avec nous. Monsieur Page, bonjour. Salut Benoît. Bonjour. Alors, cette série, Les Aventures du Chupacabra, ça, on l'écrit ou on l'écrit pas? Ah, faudrait bien, hein? Faudrait, il y a toujours de l'argent à faire avec ça. Oh, ça, c'est laid. C'est laid. On est mercantile. Mais, hein, c'est très laid. Preuve, Benoît, qu'il y a toujours de l'argent à faire avec ça. Écoute, aujourd'hui même, ce mercredi 3 avril, et qui n'est pas un poisson, il y a une maison de sondage aux États-Unis, la Public Policy Polling, qui vient de rendre public son dernier, qui vient de publier ses derniers chiffres concernant un sondage qui a été réalisé au cours des dernières semaines auprès de la population américaine. Écoute, on va avoir du boulot encore pendant quelques années. Écoute, l'idée du sondage était d'évaluer en fait l'aspect conspirationniste des Américains. Alors on lui a posé quelques questions. J'en ai isolé quelques-unes qui sont vraiment amusantes. Oui. Une des questions était: Barack Obama est-il l'antéchrist? Mais crois-le ou non, 13% ont répondu oui. Quand même. J'imagine il doit y avoir quand même beaucoup de républicains là-dedans. Et 13% se sont dit incertains. Ce qui est combiné, écoute, 13% plus le 13 et 13%, on est rendu à 26%. C'est un Américain sur 4 et pas certain, finalement, si Barack Obama n'est pas l'antéchrist. Est-ce qu'on peut avoir des doutes sur le sondage en tant que tel? Ah, écoute, parce que le quart de la population... On dit qu'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Je pense que oui. Peut-être est-ce le cas. Oh, mais heureusement pour nous, il y a près de 80% des Américains qui eux disent que Barack Obama n'est certainement pas l'antéchrist. Mais si t'appelles dans un parc de maisons mobiles en Arkansas, ça risque d'être plus élevé. Tu sais. Écoute, on a posé une autre question et ça, c'est quand même étonnant. J'ai été très surpris de ça. On a demandé aux Américains, est-ce qu'ils croyaient que le réchauffement de la planète était vrai? Et on sait, là, toutes les campagnes publicitaires, toutes les démarches qui ont été faites sur le plan scientifique depuis des années, les images qu'on a vues de glaciers qui fondaient, etc. Ben, crois-le ou non, 37% des Américains croient que les réchauffements de la planète n'existent pas, que c'est une manipulation des médias, des milieux scientifiques pour nous faire une grosse peur comme ça. Et 12% se sont dit incertains. Et ce qui nous amène que 51% à peine, là, on est à peine sur la majorité, 51% seulement des Américains croient en la réalité du réchauffement de la planète. Surprenant, hein? Et ils vivent des sécheresses historiques. Ouais. Aujourd'hui, j'ai lu ça avant-hier sur Slate. Aujourd'hui, il y a 7 États qui ont des problèmes de sécheresse, oui. Au mois de mars. Ouais. Là, présentement, Wyoming, Kansas, le Colorado, écoute, c'est tous les États du Midwest. Ouais, probablement les 37% qui ont dit non au réchauffement de la planète vivent au New Jersey. Probablement. Autre question, le monde est-il contrôlé par un nouvel ordre mondial secret? Ah ben oui. 28% des Américains ont répondu oui, 25% incertains, ce qui place à 46%, donc on est en dessous de la moyenne, donc 46% des gens qui disent non. Donc, on peut dire que plus d'un Américain sur deux croit ou n'est pas certain que le monde n'est pas contrôlé par un nouvel ordre mondial secret. Écoute, dans des questions plus généralistes, je te dis comme ça, 7% des Américains continuent de croire que les missions lunaires ont été truquées. 14% des Américains croient en l'existence du Bigfoot. Bon, le Chupacabra ne faisait pas partie du sondage. Ouais, donc c'est pas un sondage sérieux. C'est pas sérieux. Non, pas partout. 4% des Américains croient que des extraterrestres reptiliens ont pris forme humaine et se sont fondus dans la population. Écoute, 5% des Américains croient que Paul McCartney est mort en 1966 dans un accident, qu'il a été remplacé par un double. On avait d'ailleurs parlé de ces histoires, ces mythes qui tournaient autour du monde artistique. Et cette histoire-là était née suite à la publication la parution de l'album Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Parce que bon, on voyait McCartney de dos par rapport aux autres Beatles. Et on disait que quand on faisait tourner Strawberry Fields, je crois, à l'envers, on entendait John Lennon dire Paul is dead. On a essayé ça à la maison. Avec un CD, c'est plus difficile. Ouais, non, avec la table tournante, je suis vieux de même. Ouais. Et on l'a essayé. Écoute, c'est toutes des sources tout à fait crédibles. Ben oui. Et puis 11% des Américains, ça c'est quand même rassurant. 11% des Américains croient que le gouvernement américain a autorisé
les attaques du 11 septembre 2011. Je dis 11%, c'est rassurant dans la mesure où je pense que si on avait posé cette question-là au lendemain des attentats, je pense que le pourcentage aurait été plus élevé. Donc, on voit que je crois que oui. Je pense que la théorie du complot par rapport à l'affaire du World Trade Center s'essouffle un peu. Et en tout cas, ces chiffres-là semblent nous montrer dans ce sens. Mais tout ça pour te dire, Benoît, que comme tu le vois, l'Amérique du Nord, en tout cas, je ne sais pas si dans quelle mesure ces chiffres peuvent déteindre sur la population canadienne, mais visiblement, il y a tout un foyer d'amateurs de conspiration en Amérique du Nord, et ce qui va certainement nous donner du boulot pour quelques temps. J'aimerais savoir ce que les gens pensent de Stephen Harper, s'ils pensent que Barack Obama est l'antéchrist. C'est pas sur la planche. Ouais. Un ovni qui s'est écrasé à Limoilou. Oui, ben là, écoute, je t'arrive avec une nouvelle tout à fait d'actualité parce que c'est paru ce matin. Donc, la nuit dernière, il y a une déflagration qui a ébranlé le quartier de Limoilou à Québec. 4 maisons sur la rue des Peupliers Est ont vu des fenêtres voler en éclats. Et l'un des habitants, d'ailleurs, du secteur a découvert dans le toit de sa Chrysler Sebring un trou. Comme la tienne? Exactement. Un trou gros comme un ballon de soccer. Hey. Écoute, si c'était arrivé alors que j'étais au volant de ma décapotable, je serais certainement mort parce qu'il n'y a pas de toit. Mais tout ça, disons, il y a un trou gros comme un ballon de basket dans le toit de sa voiture. Là, il y avait une camionnette stationnée tout près. Elle aussi, elle a été endommagée. La lunette arrière a éclaté. Les policiers, à ce moment-là, on parle de la nouvelle de ce matin. Au moment où la nouvelle est sortie, les policiers de Limoilou disaient n'avoir aucune idée de la source de cette explosion. Ils croyaient à un objet qui serait tombé du ciel. On aurait apparemment trouvé des débris près de la voiture. Et à 9h ce matin, la police de Limoilou disait faire des vérifications auprès des aéroports locaux et du ministère des Transports pour s'assurer que les débris ne venaient pas d'un avion. Et là, voilà qu'en dernière minute, je te l'apprends, la police de Limoilou a fait un point de presse là-dessus. Le fameux ovni n'était apparemment qu'une bombe artisanale, donc ce qu'on appelle une pipe bomb. Et c'est apparemment, on ne dit pas qui était visé, mais apparemment c'est un objet artisanal, donc pas d'ovni venu de Bételgeuse pour cette histoire-là. Toujours décevant. On s'arrête un instant. Nous sommes avec Christian Page. Christian Page est avec nous pour sa chronique Mythes et complots. Parle-moi donc du mémo le plus populaire, Christian. Ben oui, écoute Benoît, je te l'ai amené, donc je te fais ici. Je te le tends. Donc, effectivement, tu mentionnes le mémo le plus populaire, c'est le FBI qui, cette semaine, sur son site Internet, a fait savoir que depuis que le gouvernement, le FBI, le service de renseignement ont commencé à mettre des documents en ligne. Alors, tu sais que là, il existe une loi aux États-Unis qui existe également au Canada, qui est la loi d'accès à l'information. Donc, le public peut demander des documents administratifs auprès des sociétés d'État ou les sociétés fédérales, comme aux États-Unis, le FBI, la CIA ou d'autres agences comme ça. Et donc, depuis que le FBI, en vertu de la loi d'accès à l'information, a commencé à rendre public ces dossiers, qu'il les a mis en ligne, on apprend cette semaine que le document le plus souvent consulté, le plus souvent téléchargé, plus d'1 million de fois sur le site du FBI, c'est le petit mémo que tu tiens entre tes mains, qui s'appelle le Memorandum Guy Hotel. Donc, évidemment, tu te demandes de quoi. Là, je sais que tu te le demandes plus puisque tu l'as entre les mains. Guy ou Guy. Ce document, ouais, c'est ça, Guy Hotel, ou Guy Hotel. Hôtel, ouais. Ben oui, c'est un drôle de nom. Donc, ce document parle-t-il de la mafia, d'une conspiration contre Kennedy, les Cubains? Pas du tout. C'est un document à propos des ovnis. Soulignons tout de suite que Guy Hotel était un agent à Washington, D.C., qui était en charge notamment des opérations sur le terrain à la fin des années 40 et au début des années 50. Le mémo que tu tiens entre tes mains est daté du 22 mars 1950. Il est donc signé par ce Guy Hotel et le document porte l'entête Flying Saucer, qui est soucoupe volante. La source de l'information est censurée. D'ailleurs, c'est d'ailleurs les gens se demandent pourquoi est-ce que le gouvernement met pas tous les dossiers d'un bloc comme ça disponibles. C'est qu'il y a, écoute Benoît, il y a à peu près 100 millions, tu m'entends bien, 100 millions de documents qui attendent dans les archives à être, entre guillemets, déclassés. Et il y a 3 personnes à peu près qui travaillent à cette charge-là. Oh. Donc, ces gens-là doivent prendre les documents. C'est pas qu'on essaie de nous dissimuler de l'information, à tout le moins, pas en vertu de ces documents-là, mais c'est surtout qu'on on nous cache toujours le nom des personnes, le nom des témoins, les numéros de téléphone, donc des informations qui seraient très personnelles par rapport à ce qui est mis. Et quand on sait qu'il y a 3 personnes seulement qui doivent farfouiller dans ces millions de documents, on comprend que le travail se fait pas très vite. Ben oui. Donc, c'est pourquoi il y a de
façon sporadique, comme ça, des mises à jour. Ce document, donc, la source de l'information n'est pas mentionnée et le document se poursuit ainsi et j'imagine que les auditeurs vont bien comprendre pourquoi ce document-là est si populaire. Donc, je te fais ici toi, tu l'as entre les mains, mais les auditeurs ne l'ont pas, alors je te fais une citation de ce que le document dit. C'est un court paragraphe. Le document est assez court, d'ailleurs, assez succinct, et le document dit: un enquêteur de l'US Air Force rapporte que 3 soi-disant soucoupes volantes ont été récupérées au Nouveau-Mexique. Elles ont été décrites comme étant circulaires avec un renflement au centre et ayant environ 50 pieds de diamètre. Chacune d'elles était occupée par 3 corps humanoïdes d'environ 3 pieds de haut, vêtus d'une combinaison métallique faite d'un tissu très fin. Les soucoupes ont été trouvées au Nouveau-Mexique, probablement dû au fait que le gouvernement possède dans cette région de puissants radars. On pense que ces radars auraient pu interférer sur le système de contrôle mécanique des soucoupes. Aucune enquête n'a été faite concernant cette histoire. Évidemment, pour beaucoup de gens, cette information, un document officiel du FBI qui mentionne la récupération, la découverte d'engins spatiaux, de soucoupes volantes avec des humanoïdes, évidemment, tout ça fait dans le très officiel. Et beaucoup de gens ont associé cette histoire-là à la fameuse affaire de Roswell. Et 3 quarts d'environ 3 pieds. Ouais. Ça, c'est les humanoïdes. Ben oui. Je sais pas si ce sont ceux qui changent de forme. C'est pas les reptiliens. Les reptiliens. Mais en fait, ce document-là, donc, beaucoup de gens l'ont associé à l'affaire de Roswell. Ouais. Ce que le FBI, elle, se dissocie. Elle dit non, la date du document, le document remonte à 1950, c'est-à-dire 3 ans après l'affaire de Roswell. Donc, on pense plutôt que le document ferait référence à une autre histoire qui a circulé dans les années 50. Et là, je te fais une petite page d'histoire. En 1950, il y a eu un auteur américain dont je te présente ici l'ouvrage qui s'intitule Behind the Flying Saucer. Donc, ce petit ouvrage paraît en 1950. L'auteur, c'est un ouvrage sur les soucoupes volantes. L'ouvrage est signé Frank Scully. Et Scully raconte dans cet ouvrage que 2 informateurs, un dénommé Newton et Gaboher, lui auraient révélé qu'ils avaient récupéré une soucoupe volante, en tout cas qu'ils avaient entendu parler qu'une soucoupe volante avait été récupérée près de Aztec au Nouveau-Mexique. On croit que le Memo Hotel s'est inspiré de ça. Des gens ont raconté cette histoire-là. Mais les 2 sources d'information principales, Newton et Gaboher, ont refait parler d'elle en 1952 et ces gens-là avaient été accusés d'escroquerie dans les milieux pétrolifères. C'était en fait 2 escrocs patentés qui mangeaient à peu près à tous les râteliers pour faire quelques sous. Donc, c'est ce mémo qui est très populaire. C'est un livre qui a l'air très sérieux avec la femme en bébé-doll. Écoute, c'est les pulp, tu te rappelles, dans les années 50, dans ce qu'on appelait les pulp magazines, c'était des magazines qui étaient faits sur du papier tellement bon marché qu'on voyait encore la pulpe du papier, d'où le nom de pulp. Et ça a été excessivement populaire dans les années 50, ces fameux magazines. On avait science-fiction et western qui étaient très populaires, les 2 formes populaires. En passant, Roxy te souhaite joyeux anniversaire, Christian. Ben oui. C'est ta fête? Ben oui, le 3 avril. Ah, ben coudonc. Écoute. On le saura pour l'an prochain. Prépare une grosse musique, Larry. On va y faire la bascule après l'émission. Bon, il y a des Phéniciens en Amérique. Oui, écoute, c'est une nouvelle qui revient assez périodiquement. J'en parle pas toujours. Je dirais qu'une fois par mois, on entend ces histoires-là. Ce sont des historiens qui remettent en question la découverte de l'Amérique du Nord. Bon, évidemment, les manuels scolaires nous apprennent qu'en 1492, Colomb découvre l'Amérique via l'Amérique centrale à peu près, dont il arrive là-bas et contacte les Indiens, et c'est la découverte de l'Amérique. Mais on sait que cette découverte a souvent été remise en question par des historiens, souvent sans beaucoup de fondement. Mais là, ce qui est intéressant ici, c'est que la personne qui remet en question cette histoire-là est un type qui s'appelle Philip Beale, c'est un ancien officier de la Royal Navy, et il croit que l'Amérique aurait été visitée depuis l'Antiquité par des Phéniciens. Donc, qui étaient ces Phéniciens? Donc, c'était une civilisation qui vivait dans ce qui est aujourd'hui l'actuel Liban, Syrie et Palestine, donc dans ce secteur-là. C'était des gens qui avaient développé tout un système de trafic navigable. C'était des gens qui avaient des connaissances dans le domaine nautique qui auraient pu leur permettre de construire ces navires-là. Et c'était des gens, évidemment, qui avaient d'énormes de trafic, en tout cas, ils étaient impliqués dans toutes sortes de trafic autour de l'Afrique. Ce qui est intéressant ici de Beale, parce que on pourrait dire, on a dit que les Templiers étaient venus en Amérique du Nord, les Celtes, etc. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans le cas de Beale, c'est qu'il a déjà fait un voyage sur un navire qui est une réplique d'un navire phénicien qui a à peu près 2000-2500 ans. Il a fait ça en 2010, il a patrouillé autour de l'Afrique pour démontrer que ces navires-là pouvaient tenir l'eau, ils pouvaient faire d'aussi grands voyages. Et maintenant, Beale se propose de faire cet été la traversée des 10 000 kilomètres qui devrait lui permettre de rallier l'Afrique à l'Amérique du Nord. Ce qui est intéressant de cette histoire-là,
c'est qu'on sait que dans le passé, un type, Thor Heyerdahl, avait fait ce genre de travail-là sur le Kon-Tiki, le Ra-2, et avait réussi à démontrer, en tout cas, changer notre vision que des sociétés de l'Antiquité ou dans les premiers siècles après le Christ avaient pu développer des systèmes de navigation, des systèmes d'échange, et qui avaient pu leur permettre de naviguer et d'être en contact avec d'autres sociétés. Ce qui nous intéresse ici, c'est sûr que nous, les Québécois, ce qui est amusant dans cette histoire-là, c'est qu'on a découvert, je ne sais pas si tu étais au courant de ça, en 1904 à Bromptonville, c'est dans le bout de Sherbrooke, c'est dans l'Estrie, on a trouvé 2 pierres sur lesquelles il y avait des symboles mystérieux. Et ces pierres-là ont été envoyées aux alentours de 1910. Bon, elles ont été découvertes. Ce sont 2 pierres, ce sont 2 tablettes sur lesquelles apparaissent des symboles. Je t'ai amené ici des photos de ces fameuses pierres-là qu'on appelle pierres aux inscriptions. Elles sont donc découvertes à Bromptonville en 1904, 1910. Elles sont envoyées au musée du séminaire de Sherbrooke, où elles sont toujours, et elles ont été longtemps présentées comme étant des pierres phéniciennes. Donc, sur ces pierres-là, il y avait des petits symboles, des lignes. C'est un alphabet excessivement primitif, des lignes qui forment des V, des W, et à une époque, dans les années 70, ces symboles-là auraient été identifiés comme étant de l'écriture phénicienne par un scientifique de l'université de Harvard aux États-Unis. Évidemment, le même scientifique s'est révisé un peu plus tard en disant non, c'était peut-être pas des Phéniciens, c'était peut-être un alphabet Ogham. L'Ogham, c'est l'écriture des Celtes, mais c'est quand même intéressant de voir qu'en Amérique du Nord, il y a des artefacts, disons-le, qui sembleraient supporter cette idée que bien avant Colomb, des gens auraient pu visiter l'Amérique et laisser derrière eux des vestiges. Eh bien, on s'arrête un instant. Nous sommes avec Christian Page. Mythes et complots avec Christian Page. Monsieur Page, tu veux me parler des confidences de l'au-delà? Ben oui, Benoît, il y a un magazine québécois, là, disons-le, Dernière Heure, qui annonce là, déjà depuis un certain temps sur son site Internet qu'ils vont publier le 12 avril prochain une entrevue exclusive avec la médium Sylvia Browne. Donc, avant que les lecteurs se plongent là-dedans, il est quand même important de dire qui est cette Sylvia Browne. Il faut quand même mettre ça, se mettre un peu au diapason de la dame. Ben oui. D'abord, commençons par parler de ses révélations, parce que l'article va tourner autour de ces fameuses révélations. Donc, Sylvia Browne dit qu'elle est en contact avec des défunts et parmi ces défunts, il y a des artistes décédés, il y en a même qui seraient même réincarnés. Et c'est le cas notamment de Elvis Presley. Donc Sylvia Browne prétend que l'esprit d'Elvis lui aurait fait savoir qu'il s'était réincarné sous les traits d'un petit garçon blondinet qui vivrait aujourd'hui sur un vignoble en France. Et qui fait quoi? Écoute, je sais pas. Il fait quoi, le petit garçon? Chocotte aussi on le chocotte dans le raisin, tu sais. Bref, la dite Sylvia Browne en question a dit que Elvis lui aurait confié que plus tard, il aurait une très très belle voix, mais qu'il ne sera jamais célèbre. Et là maintenant, c'est à moi de te poser la question, sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en France, ils ont déjà un roi du rock. Johnny. Écoute, l'homme on est mort. Sylvia Browne a également déclaré qu'elle s'était entretenue avec Michael Jackson, qui lui est décédé en 2009, comme tu sais. Est-ce qu'elle l'a entendu? Est-ce qu'elle l'a compris? En tout cas, apparemment, il vivrait aujourd'hui dans l'au-delà, entouré d'enfants. J'espère qu'il les tient pas par les pieds au-dessus des nuages. Pas rassurant, hein? Au-dessus du nuage. Et il serait entouré d'enfants et d'animaux parlants. Et oui, et Jackson aurait même aussi donné 16 concerts dans l'au-delà. Beat it. Parce qu'il y a des instruments de musique dans l'au-delà. Bien sûr. Des systèmes de son. Essaie de t'imaginer, là, Billie Jean jouer à la harpe. Bon, Sylvia Browne se serait aussi entretenue avec des célébrités comme JFK, Lady Di, Mère Teresa et Elizabeth Taylor. OK, il y a personne d'intéressant qui n'est pas populaire. Non, c'est ça. Si t'as pas été une célébrité, t'as rien à dire. Non. Et ce qui est intéressant de cette Sylvia Browne, c'est ici, là, et là, c'est là où j'arrive un peu avec le bémol, c'est que c'est une dame qui est un peu, qui a écrit 100 000 livres. Là. Tu sais, elle a écrit Book of Angels, Book of Dreams. Elle fait dans tout. Livres sur le paranormal, réincarnation, les anges. Elle a même écrit The Mystical Life of Jesus. Là. N'importe quoi, Sylvia Browne est là. Aux États-Unis, elle a été 1000 fois dénoncée sur des sites Internet. Elle a été prise à plusieurs reprises
j'allais dire entre guillemets frauder, mais disons à patiner lors de prestations publiques. Et on a également vérifié des prétentions qu'elle soutenait dans ses livres. Elle dit, bon, j'ai travaillé avec les services de police, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Des gens ont vérifié ça, des associations sceptiques, notamment aux États-Unis, ont vérifié ça, pour découvrir que Madame Brown avait une tendance à l'exagération, sinon à la falsification. Et je te raconterai un élément qui est un petit peu malheureux. En 2003, Sylvia Brown avait annoncé en pleine télévision au couple Hoiberg, bon, leur garçon avait été enlevé, le Sean circulait en vélo, et il a été enlevé le 6 octobre 2002. Donc après l'enlèvement aux États-Unis, c'est un peu comme l'affaire de la petite reine de beauté dont on avait beaucoup parlé de Bennett Ramsey. Donc tous les médias américains étaient autour de ça, et Sylvia Brown avait déclaré que l'enfant était décédé. Elle disait avoir localisé la zone où l'enfant se trouvait, et elle avait même été en mesure de décrire, disait-elle, l'un des agresseurs. Et puis finalement, en janvier 2007, et t'imagines pour les parents le drame. Et puis en janvier 2007, Sean Hornebeck a été retrouvé sain et sauf presque 4 ans après sa disparition. Donc, tu comprends que pendant 4 ans, les parents ont vécu, et Madame Sylvia Brown. Le deuil. Oui. Et elle est encore, elle est encore acclamée. Et elle se prétend encore la reine des médiums, etc. Donc, écoute, elle devrait en rester avec Hollis. Non, mais c'est bon ce que tu fais, Christian. Les gens vont lire le Dernière Heure, vont se dire, Sylvia Brown, oui, c'est une autorité. Ben non, c'est une arnaque. Exact, c'est de l'arnaque, c'est bon. N'ayons pas peur des mots. Et puis sur une note plus amusante, restons dans le domaine des médiums. D'accord. Il y a donc 2 semaines, lors d'une entrevue télévisée, une autre médium américaine, Stephanie Faye Cohen, a annoncé qu'elle entretenait non seulement des contacts avec les défunts, mais aussi avec les extraterrestres. Elle a d'ailleurs confié qu'au nombre de ces nombreuses races extraterrestres qu'elle côtoyait, il lui était même arrivé d'avoir des échanges plus intimes. Et c'est apparemment les gris et les extraterrestres pieuvres qui seraient les meilleurs savants. Écoute, il y a de pieuvres, là. Oui, écoute, je dois vouloir avoir 4-5 bras, tu sais. Et puis, bon, évidemment, elle a précisé que c'est con. Je le sais, Larry, moi aussi, je suis découragé. Elle a bien sûr précisé que ses contacts étaient beaucoup plus philosophiques et spirituels que physiques. Ouais. Mais en fait, c'est comme une sorte de... Les ventouses... Oui, c'est comme une sorte de tantrisme spatial. D'accord. Bon, et j'imagine que ça doit être assez proche de ce fameux orgasme cosmique dont Raël faisait la promotion, tu te rappelles, il y a quelques années. Oui. Les gris, c'est quoi? C'est une race d'extraterrestres. Les gris, c'est les extraterrestres, en fait, les plus populaires. Petits gris avec les grands yeux bridés, là. Ouais. Ça, ce sont les gris. Ah, OK. Avant, c'était les petits hommes verts. Après, c'est devenu les petits gris. Oui. Bon, ça, c'est la race la plus populaire. Mais on a aussi les squiddly diddly interplanétaires. On en a de ça. On en a de tous les gens. Et donc, elle dit que ce sont eux qui sont les meilleurs amants. Alors, nanou. Je suis disponible. Est-ce qu'elle a pris ses précautions? Parce que tu sais pas quel virus, quelle bactérie peuvent traîner ces gens-là. Non, absolument pas. C'est pas sain pour la santé. Non, tu le dis, tu m'arraches les mots de la Oui, c'est ça. Ça, c'est qui? Stephanie Faye Cohen. Exactement. OK, d'un côté, et Sylvia Brown de l'autre. Et on va lire ça dans le Dernière Heure. Ouais, dans le Dernière Heure, c'est Sylvia Brown, hein. Donc, c'est drôle parce que je dois rappeler quelqu'un du Dernière Heure. Je me suis pris une note tantôt, là, pendant la pause. Je ne sais pas, je vais rappeler. Je vais prédire quelque chose. Oui, merci Christian Page. Ça m'a fait plaisir, Benoît. Merci à Larry, à Maryse et à Alexandra. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle demain dès midi. Au revoir.